je me présente, Pascal Clark, donc pour la coordination du PRITH. Donc, c'est le deuxième rendez-vous de l'heure du maintien, organisé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés du Grand Est. Donc, on est sur une thématique aujourd'hui autour des opportunités en matière d'entretien et de visite en santé au travail. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc le docteur Martine Léonard, médecin inspecteur régional du travail pour la DRETS Grand Est, Philippe Rodriguez, donc coordinateur prévention de la désinsertion professionnelle au service social de la CARSAT Nord-Est, donc Céline Herbillon qui est chargée de mission maintien dans l'emploi et conseil en évolution professionnelle pour le Cap Emploi de l'Aube. Et nous allons donc passer une heure ensemble. Je précise que vous avez l'accès à une question-réponse pour poser l'ensemble de vos questions. Alors, vous pouvez les poser au fur et à mesure. On fera des temps de retour sur vos questions. On va commencer par un petit panorama. Donc, il y a une main levée en plus. Alors, la main levée, ça va être plus dur à gérer. Donc, utilisez bien vos questions-réponses. Le question-réponse pour ou le fil de discussion pour dire ce que vous souhaitez dire. Voilà. Et donc, je vous propose de lancer les échanges avec un petit, la présentation. D'abord, on va faire un petit panorama et on ouvrira plus largement les questions-réponses dans un deuxième temps. Donc, on souhaitait faire cette deuxième rencontre sur la question des visites et de la réforme, donc en santé au travail, la dernière, donc qui pose un certain nombre de changements et de nouveautés sur l'ensemble des visites. Alors, donc on a les visites périodiques. Alors, on aurait pu ajouter d'ailleurs la visite initiale, donc la visite d'embauche, à ce panorama. Mais donc, on a découpé visite périodique, visite à la demande, la visite de pré-reprise, la visite de reprise, la visite de mi-carrière, celle de post-exposition et le rendez-vous de liaison. Alors, parmi ces visites, certaines ont fait l'objet de changements et de nouveautés, mais préexistaient. Donc, c'est le cas de la visite de pré-reprise, de reprise et de post-exposition qui a changé de nom, qui était la visite de fin de carrière. Et puis, deux nouveaux rendez-vous, enfin, visites ou rendez-vous ont été créés par la loi pour la prévention en santé au travail, donc qui est la visite de mi-carrière et le rendez-vous de liaison. Alors, petite précision, docteur Léonard, on est ici sur toutes les visites n'ont pas le même statut. Alors, toutes les visites n'ont pas le même statut, bien évidemment, hein, je dirais, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, le médecin du travail peut déléguer un certain nombre de visites, hein, puisque le décret de délégation a aussi ouvert cette possibilité-là. Je dirais, les changements qui sont venus, on va les balayer petit à petit, hein, rapidement. Je dirais que, mais effectivement, les principales introductions, c'est pour des visites. On est bien dans le maintien dans l'emploi. C'est vraiment, je dirais, le choix du législateur, notamment sur la mi-carrière, hein, et notamment sur je dirais, le délai qui permet d'ouvrir une visite de pré-reprise. Hein. On est vraiment dans comment faire en sorte que, je dirais, on travaille tous ensemble
le mieux possible à la prévention de la désinsertion professionnelle. Je laisse à part le rendez-vous de liaison parce que on l'abordera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Le détail, tout à fait. Alors, pour avancer sur ces changements, donc simplement revenir sur voilà, les principales modifications. Alors, sur le champ de la pré-reprise et de la reprise, je rappelle rapidement l'objet de la visite de pré-reprise. Donc, on est sur préparer le retour du salarié en arrêt. Et donc de l'informer sur les mesures d'accompagnement mobilisables. Alors, il est peut-être bon de rappeler que sur ce rendez-vous, il n'y a pas d'examen médical d'aptitude. En tout cas, il n'y a pas de décision, pour être plus précis, il n'y a pas de décision relative à l'aptitude dans la visite de pré-reprise. Vous me corrigez, hein, docteur, si je suis à côté ou si ça mérite des précisions. Donc, c'est vraiment un rendez-vous de préparation. Alors, le principal changement, et vous le disiez, c'est on est bien dans la perspective de favoriser le maintien dans l'emploi. On remonte la possibilité de faire une visite de pré-reprise dès 30 jours d'arrêt de travail contre 90 jours ou 3 mois précédemment. Et s'ajoute aux médecins conseils, médecins traitants et salariés qui pouvaient être à l'origine à l'initiative de la visite de pré-reprise, donc le médecin du travail qui peut lui-même être à cette origine. On est alors on parle de la visite de pré-reprise. Ça peut être plusieurs visites de pré-reprise. On est d'accord, docteur? Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense qu'un point qui est important à rajouter sur la visite de pré-reprise, c'est que si le salarié en est d'accord, hein, le médecin du travail peut déjà faire des préconisations à destination de l'employeur. Donc, on est déjà dans une étape qui permet d'avancer, d'aller, je dirais, rencontrer l'employeur éventuellement, de commencer, je dirais, à rechercher des aménagements possibles pour le poste de travail. Donc voilà, il y a la pré-reprise, on prépare vraiment la reprise et elle est extrêmement importante. D'ailleurs, ce sont des visites au total qui sont en train d'augmenter d'année en année hein, dans le Grand Est, hein, c'est clair. Après, tous les salariés ne connaissent pas encore l'existence, donc il y a encore tout un travail d'information pour qu'ils puissent en bénéficier hein, ou l'initier. Très bien. La reprise, donc on est sur un objet évidemment de point au retour de l'arrêt de travail, donc vérifier si le poste occupé jusque-là ou le poste de reclassement est compatible avec l'état de santé et faire le point éventuellement sur les aménagements souhaitables, d'ores et déjà envisagés, éventuellement en visite de pré-reprise, vous le citiez, ou qui serait à proposer. Donc, on a bien cette articulation de préparation de la visite de la reprise avec la visite de pré-reprise, avec l'idée d'anticiper au maximum ces questions-là. J'en profite pour une question. Parce qu'on est sur la question de la reprise, y compris sur un nouveau poste qu'on aurait envisagé en amont. Aujourd'hui, réglementairement, lorsque un salarié est parti en arrêt sur un poste et qu'il revient sur un autre poste, est-ce que on est censé constater l'inaptitude au poste précédent et valider l'aptitude au nouveau poste, ou est-ce que dans la pratique, on peut être apte à un poste, puis apte à un autre, sans passer, si j'ose dire, par la case d'inaptitude? Si on est dans un reclassement, hein, on est bien sur un autre poste, c'est que l'état de santé ne pouvait pas permettre au salarié de reprendre sur son poste initial et, je dirais, même aménager. Hein. Et même s'il avait été aménagé auparavant, hein, je dirais que là, quelle que soit l'antériorité.
Donc, on est actuellement, et maintenant, je dirais clairement, il y a une nécessité de passer par une inaptitude au premier poste pour se prononcer ensuite sur le poste de reclassement envisagé. D'accord. Et ça peut se faire dans le même temps, c'est-à-dire on peut à la fois constater l'inaptitude sur l'ancien et l'aptitude sur le nouveau. Ben, Pour... dans la mesure où le travail en amont a été fait, a été que fait. c'est préparé, que je dirais on a déjà fait vraiment, je dirais l'analyse de l'impossibilité d'aménagement du poste précédent et la nécessité de reclassement, à ce moment-là, ça peut se faire là. Majoritairement, je dirais qu'on a une étape qui se fait je dirais, dans un deuxième temps, dans la majorité des cas, hein, ce que je dis. Mais l'idéal, ça serait que tout soit préparé pendant le temps d'arrêt du salarié pour que les choses soient simplement actées au moment de la visite de reprise. Donc là, en tout cas, sur ces changements, on a finalement plus d'opportunités avec cette possibilité dès 30 jours d'arrêt, si c'est pertinent évidemment, d'enclencher une visite de pré-reprise. Sur la reprise, donc le changement principal, donc c'est le critère d'obligation de visite de reprise après 30 jours d'arrêt, donc il passe à 60 jours d'arrêt, c'est-à-dire que quand la cause n'est pas professionnelle, l'obligation de visite de reprise n'intervient que s'il y a eu 60 jours d'arrêt. Donc, ça pose un peu question sur cet allongement, mais en tout cas, voilà, moins de contraintes de ce point de vue-là, sachant que pour les arrêts d'origine avec une origine accident du travail, on reste à 30 jours d'arrêt pour l'obligation et sans durée d'origine pour une maladie professionnelle ou une maternité. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, une visite, c'est pas toujours facile de le faire, mais une visite qui doit s'organiser dans les 8 jours après la reprise. Oui, oui. En tout cas, effectivement, ça apporte une complexité, notamment pour l'employeur, hein, puisque l'initiative de la visite de reprise relève bien de l'employeur, sauf cas, je dirais, exceptionnel, enfin, je dirais ponctuel, je dirais, dans le cadre des jurisprudences constantes où le salarié peut, dans certaines conditions, prendre un rendez-vous de visite de reprise. Mais je dirais, pour l'employeur, c'est quand même compliqué de savoir à quel moment et Oui. pour quel motif, je dirais, ce salarié a été arrêté, à quel moment je dois, en tant qu'employeur, déclencher la visite de reprise. Je pense que là, il y aura un petit peu de gymnastique et peut-être des oublis. Oui. Ce qu'on avait déjà auparavant, d'ailleurs, parfois sur les délais. Alors, moins sur les différences d'obligation et de durée que sur voilà, la capacité aussi ou l'oubli à le faire dans le bon tempo. Mais euh, sur la post-exposition et la visite de mi-carrière, donc sur la post-exposition, c'est un changement de nom, hein, puisque c'était la visite de fin de carrière. Donc là, l'objet, c'est faire un état des lieux des risques auxquels le salarié a été exposé et mettre en place, si besoin, une surveillance post-exposition. Donc le changement, c'est que le terme change, c'est aussi que ça ouvre cette visite à des salariés qui sortent d'exposition. Alors, on est sur la surveillance médicale renforcée. Hein, dans ce cas-là, c'est si les salariés est exposés à des produits, des situations de travail déterminées. Et donc là, on a cette extension à des sorties d'exposition pour des salariés qui restent en activité. C'est ça sur le...
Donc, tout à l'idée, fait. c'est de préparer une suite. C'est s'il y a besoin d'un suivi médical, justement, post-exposition, c'est l'idée de tracer cet élément-là. Oui, oui, c'est vraiment l'idée de renforcer finalement le, je dirais, tout au long de la carrière, mais en faisant un point plus particulier, je dirais, sur les expositions du salarié, alors que ce soit des expositions en suivi individuel renforcé, telles que listées par la loi de 2016, mais également pour les salariés qui auraient été exposés à ces mêmes expositions antérieurement à la loi de 2016, voilà, et qui s'appelait à D'accord. ce moment-là les salariés en surveillance médicale renforcée. Enfin, c'est un peu compliqué, mais l'objectif, c'est de faire un état des lieux, et notamment quand le salarié quitte l'entreprise, qu'il puisse avoir cet état des lieux pour pouvoir être suivi après par son médecin traitant, je dirais, dans le cadre des expositions qui peuvent laisser des traces très longtemps après. Je pense notamment à certains cancérogènes. Donc, du Alors là, coup, elle est officialisée, mais elle n'est pas que au moment de la fin de carrière, comme oui, l'avait c'est ça. finalement écrit la loi. C'est le décret qui a été un peu plus large en pointant que c'est dès que le salarié n'est plus exposé à ces risques-là. Oui, ce qui permet finalement d'avoir ce suivi, même si on a changé complètement de cadre de travail et de milieu de travail, c'est l'idée de tracer un peu ces expositions et de ne pas oublier qu'il faut continuer le suivi derrière. Alors pour le coup, ça engage aussi l'employeur à alerter justement sur ces fins d'exposition. Ah ben, à informer Voilà. le service de prévention et de santé au travail que son salarié, je dirais, qui était en suivi CIR, hein, part de l'entreprise, quitte l'entreprise, part en retraite, ou alors est sur un autre poste où il n'est plus, je dirais, exposé à ce qui était le risque CIR. Donc du coup, voilà, c'est la base, c'est l'employeur. Le médecin Oui, du oui. travail ne pourra pas, je dirais, le savoir autrement, alors sauf si le salarié lui-même, parce qu'il n'a pas été fait ce point, mettons à la fin de sa carrière par exemple, il pourra toujours contacter le médecin du travail en début de sa retraite en disant mais au fait j'aimerais bien savoir si je dois être suivi maintenant que je suis en retraite, hein, voilà. Donc il y a la part de l'employeur qui est majoritaire et puis s'il y avait des omissions, le salarié peut bien évidemment contacter lui-même le médecin du travail pour pouvoir faire ce point-là. Et donc, sur la visite de mi-carrière, donc là, on est sur un objet précis qui est vérifier si le poste occupé est en adéquation avec l'état de santé, détecter un risque éventuel de désinsertion professionnelle. On a dans le même temps, hein, les textes le précisent, la sensibilisation au vieillissement et à la prévention des risques professionnels. Là, on est donc sur une nouveauté. Donc, c'est une visite qui est prévue par défaut à 45 ans, donc qui doit s'anticiper, si j'ai bien suivi, dans les 2 ans qui précèdent cette date anniversaire, sauf dispositions différentes prévues par voie de convention collective d'entreprise ou de branche, donc qui pourraient modifier cette date, notamment les anticiper, si j'ai bien compris. Euh, donc voilà une visite qui vient, alors qui a un corollaire en RH, puisqu'il y a des entretiens de mi-carrière qui sont aussi prévus dans les textes et qui ne sont pas qui sont des entretiens RH et pas de santé au travail. Donc là, finalement, on fait un pont entre cette obligation côté employeur d'organiser les choses avec une visite de santé au travail. Alors là-dessus, finalement, tout ça fait beaucoup de visites éventuellement. Il y en a qui se suivent assez naturellement. Celle-ci, vous, docteur, vous préconisez finalement presque de l'articuler avec d'autres visites. Ah ben bien sûr, Euh,
on ne peut pas rajouter des visites supplémentaires sur les épaules des médecins du travail et des infirmières de santé au travail qui, je dirais, qui ont déjà une charge de travail importante. Donc, l'idéal, c'est que autour de 45 ans, je dirais, il y a souvent soit une VIP périodique, comme on dit, une visite d'information et de prévention périodique, ou alors un examen médical d'aptitude périodique, ou alors une visite intermédiaire pour les salariés en CIR. Et c'est au moment du renouvellement de ces visites périodiques ou examens médicaux que va être réalisée la visite de mi-carrière, c'est-à-dire au cours d'une visite qui est programmée dans cette période-là et autour de cet âge-là. Donc, alors, voilà, je crois qu'il faut être raisonnable et ne pas vouloir rajouter une visite alors qu'on verrait le salarié un an après, quoi. Donc, du coup, ça me paraît très pragmatique. Alors, on a proposé à tous les services de prévention et de santé au travail, je dirais, au moment de la visite de mi-carrière, de mettre en place un petit questionnaire qui a été vu lors, je pense, de la première, je dirais, de la première lancée de ces webinaires, petit questionnaire qui permet de repérer des salariés à risque de décrochage. Et donc, du coup, c'est 2 questions plus une troisième, avec un score sur les 2 premières questions, et qui permet effectivement, je dirais, de se rendre compte que certains salariés, à peu près 7% d'ailleurs des salariés vus, je dirais, dans cette tranche d'âge, sont à risque dans les 2 ans suivants d'être en risque de désinsertion professionnelle. Donc, les repérer pour mieux prévenir ce risque-là. Donc, du coup, voilà, c'est simplement pour vous informer que c'est en train de se mettre en place, y compris dans certains services autonomes, donc services interentreprises, c'est sûr, puisque c'est dans les CEPOM, mais aussi dans quelques services autonomes. Très bien. Et nous arrivons donc à une nouveauté qui fait beaucoup parler, qui est le rendez-vous de liaison, que je rebalaye dans les éléments principaux. Donc, l'objet du rendez-vous de liaison, on est sur le maintien du lien entre l'employeur et le salarié pendant l'arrêt de travail, avec un objectif d'informer le salarié des possibilités en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, très précisément visite de pré-reprise, aménagement de poste et l'existence de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle en service de prévention et de santé au travail. Donc c'est une nouveauté, ce n'est pas un rendez-vous médical. Docteur, vous insistez bien sur cet aspect. Il est à l'initiative de l'employeur ou du salarié. On va revenir sur, évidemment, certains éléments de cette description. Donc, il associe le service de prévention et de santé au travail, le cas échéant, le référent handicap de l'entreprise avec l'accord du salarié. On va revenir sur ces points. Donc, le salarié n'est pas obligé s'il est invité à ce rendez-vous, il n'est pas obligé de s'y rendre. Voilà, il ne peut pas être pénalisé ou sanctionné de ce point de vue-là. Par contre, l'employeur, lui, il est tenu d'informer de l'existence du rendez-vous de liaison, donc ses salariés, et il est tenu également de l'organiser pour les 15 jours si le salarié lui-même demande ce rendez-vous. Il est mobilisable dès 30 jours d'arrêt, donc on est un peu dans le même esprit que pour la visite de pré-reprise en termes de délai. Et en termes d'information, les textes disent que l'employeur
informe le service de santé, de prévention et de santé au travail, au plus tard 8 jours avant ce rendez-vous, s'il ne fait pas mieux, évidemment, en termes d'information. Donc, ça nous pose un peu les éléments. Alors, on souhaitait prendre un peu plus de temps, évidemment, sur cette nouveauté, puisqu'elle ouvre une opportunité, mais parfois perçue aussi comme un risque, puisque ça faisait toujours un peu débat de est-ce que l'employeur peut contacter le salarié en arrêt avec des réponses variables sur le sujet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de balayer un certain nombre de questions pour préciser les choses. La première, c'est concernant l'idée de. Alors, vous pouvez apporter évidemment, docteur, des précisions sur ce que j'ai déjà dit, mais il y en a une qui est importante, c'est cette notion d'associer le service de prévention et de santé au travail. Donc, qu'est-ce qu'on entend finalement par là, et est-ce qu'il y a déjà un peu des repères à avoir sur le sujet? Alors, peut-être avant de répondre à la question, je pense qu'il y a un côté très positif du rendez-vous de liaison. Je dirais tout ce qu'on a pu réfléchir et analyser en matière de désinsertion professionnelle, je dirais, c'est le fait de ne pas anticiper qui pose problème. Et deuxièmement, le fait de ne plus avoir de contact les uns avec les autres, c'est-à-dire employeur-salarié. Alors, combien de fois j'ai entendu, mais pour les mêmes situations, hein, d'un côté, l'employeur qui me disait mais c'est quand même quelque chose, ça fait 8 mois qu'il a arrêté et il ne nous a même pas téléphoné en parlant de son salarié. Et pour la même situation, le même salarié qui me dit hein, mais docteur, je dirais que je n'ai pas envie d'y retourner parce que ça fait 8 mois que je suis en arrêt et personne n'a cherché à prendre de mes nouvelles. Voilà. Donc, ce rendez-vous de liaison, il permet que ce lien puisse se faire, se refaire et quelque part, je dirais, sans qu'il y ait je dirais de difficultés pour l'un comme pour l'autre de pouvoir contacter et l'entreprise et le salarié. Donc ça, c'est le premier. Je dirais, par rapport à votre question, il me semble que le rendez-vous de liaison, il peut se faire sans aucun problème, sans tiers. Hein. Si c'est se parler, si c'est reprendre contact, si c'est pour le salarié dire « j'ai envie de reprendre dès que médicalement ça m'est possible » et que l'employeur lui dise on aménagera autant que faire se peut, mais en tout cas, on prendra tous les moyens, soit pour aménager, soit pour reclasser. C'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui peut se faire à deux. Hein. Donc, alors, le législateur, il a ouvert la porte qu'il puisse y avoir un des représentants du service de prévention et de santé au travail, on va dire comme finalement tiers, hein, qui va faciliter à la fois les échanges peut-être, mais surtout la recherche de solutions de maintien dans l'emploi. Donc, c'est dans ce cadre que c'est intéressant d'associer le service de prévention de santé au travail. Alors, après, le médecin du travail, qui est le référent de l'entreprise, hein, je dirais, pourra, s'il est invité, quand il sera informé, pourra constater ou décider s'il est important qu'il y aille lui, qu'il délègue quelqu'un, ou si ce n'est pas encore le moment pour participer à un rendez-vous de liaison. C'est-à-dire que, mettons, je reprends l'exemple de mon salarié qui est arrêté depuis 8 mois. Le médecin du travail n'a aucune information sur l'état de santé du salarié. Il sait juste qu'il est arrêté depuis 8 mois, puisque l'employeur vient de lui dire, en lui proposant ce rendez-vous de liaison. Je pense que le rendez-vous de liaison, là, n'a pas d'intérêt
dans le cadre du maintien dans l'emploi tant que le médecin du travail n'aura pas vu le salarié en visite de pré. Donc, à mon avis, premier point, le médecin du travail va dire à l'employeur, bah, attendez, je vais voir le salarié en visite de pré-reprise et ensuite, on pourra faire un rendez-vous de liaison vous pourrez organiser un rendez-vous de liaison qui aura plus de poids pour le maintien dans l'emploi de votre salarié. Donc, du coup, je pense que c'est aussi à la main du médecin du travail de décider le bon moment de ce rendez-vous de liaison. Alors, il y en a déjà qui se sont réalisés et les remontées de quelques médecins du travail. Là, je dirais que c'est loin d'être général, mais ils ont été très déçus par le rendez-vous de liaison. Pour l'un, ça a été pendant 20 minutes l'employeur qui disait docteur, il n'y a qu'une solution, il faut que vous mettiez le salarié inapte. Docteur, il n'y a qu'une solution. Et puis, l'autre médecin du travail qui disait mais pendant tout l'entretien, sans parler d'inaptitude, l'employeur a dit mais je ne peux pas reclasser, je ne peux pas reclasser. Donc, du coup, si c'est ça le rendez-vous de liaison, il n'y a pas du tout d'intérêt qu'il ait lieu. Si par contre, on sait rechercher ensemble toutes les pistes possibles pour reclasser, là, ça commence à prendre tout son intérêt. On peut même imaginer que le rendez-vous de liaison soit un premier temps et qu'après, par exemple, l'ergonome puisse aller faire du service de prévention et de santé au travail, puisse aller faire une étude de poste qui permettrait très vite d'avancer sur des préconisations de mesures d'aménagement. Donc voilà, on peut coupler avec d'autres, voire même, pourquoi pas, je dirais, quand c'est déjà préparé en amont, que le rendez-vous de liaison se fasse aussi en présence d'autres acteurs. Alors, on va revenir sur justement qui peut être présent. Donc, en résumé, ce que vous dites, c'est que finalement, si il n'y a eu aucune approche finalement de la situation santé-travail, y compris par une visite de pré-reprise, le rendez-vous de liaison, s'il doit permettre de refaire du lien entre l'employeur et le salarié, c'est une bonne chose, sans forcément associer à ce stade, c'est ce que vous disiez en préambule, le service de santé au travail, qui sera tenu informé que ce rendez-vous a lieu, mais qui n'a pas forcément vocation à participer à ce rendez-vous. Par contre, ça peut être un rebond, effectivement, sur la base de visites de pré-reprise, de choses qui ont été faites en amont pour suivre, mettre en œuvre des actions complémentaires, voilà, études de poste par exemple, et dans ce cas-là, associer le service de santé au travail, pas forcément le médecin du travail d'ailleurs lui-même, mais un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou de la cellule de prévention de la désinsertion, ça peut être pertinent. Alors, vous avez renvoyé dans l'échange finalement le contenu de l'entretien, qui est un vrai sujet et qui parfois, alors on le voit sur les réseaux sociaux, on a eu une expérience il n'y a pas longtemps d'un médecin du travail qui avait mis un post sur LinkedIn en disant voilà, ce rendez-vous de liaison existe, etc. Et il y a eu derrière 180 commentaires dans la foulée avec toutes sortes de commentaires, y compris le risque qui pouvait être pris à faire ce rendez-vous de liaison, le piège que ça pouvait représenter pour l'employeur, le piège que ça pouvait représenter pour le salarié, etc. Et avec un constat qui était de finalement, si on s'en tient à ce que disent les textes, donc maintenir le lien à partir du moment où la rencontre est faite, le lien, il est là, ok. Et puis, deuxième élément, informer le salarié sur les possibilités. Donc, si ce rendez-vous se limite à je vous fais venir et je vous dis, vous savez que vous pouvez faire une visite de pré-reprise ou aménagement de poste ou il y a des mesures de prévention que l'employeur connaît pas forcément d'ailleurs très bien, peut-être que c'est un peu limité. Mais une fois que le cadre est ouvert, effectivement, c'est ce que vous avez évoqué aussi,
on peut se retrouver dans une configuration où la discussion part sur un objet qui n'était pas celui qui était prévu. Vous avez cité des exemples en disant, bon, ben, il faut le mettre inapte, donc un cadre où tout d'un coup l'employeur rentre s'immisce dans les suites qui devraient être données en matière de santé au travail, ou une position de blocage juste pour dire on peut rien faire, quoi. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il est prévu alors que le service de prévention et de santé au travail euh, puisse finalement documenter ce rendez-vous de liaison, c'est-à-dire qu'il puisse proposer à l'employeur, plutôt que d'être là, d'ailleurs, d'apporter de la documentation sur le sujet. Alors, on le voit dans la communication sur des services de santé au travail aujourd'hui qui disent ben, on peut apporter des éléments pour que l'employeur ait de quoi nourrir l'entretien sur les mesures. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations aujourd'hui sur le contenu de l'entretien? Alors, en préparation, vous évoquiez le fait qu'il ne faut pas se faire, enfin, Mhm. un point d'attention majeur, qu'il ne faut pas que le rendez-vous dérape sur des aspects médicaux. Donc, d'où l'intérêt d'être vigilant sur qui est présent sur le rendez-vous. Oui, oui, parce que, alors, soit le salarié lui-même, un peu conforté parce que le médecin du travail est là, ou l'infirmière de santé au travail, ou l'infirmier de santé au travail qu'il connaît, je dirais, va se confier, hein, soit parce que l'employeur, je dirais, va poser des questions d'ordre médical. Mais comment ça se fait que tu es en arrêt depuis 8 mois? Qu'est-ce qui se passe? Tu as des soucis importants? Vas-y, raconte. Voilà. Je dirais que le tiers qui sera présent, je dirais, avec la délégation du médecin du travail, euh, doit être en capacité de, de faire arrêter ces dérapages-là, hein, et rappeler l'objet du rendez-vous de liaison, et que là, on n'est pas là pour parler de l'état de santé du salarié, mais on est bien là pour parler des perspectives de retour dans l'emploi, hein. Donc, c'est vraiment très important que la personne qui viendra, je dirais, soit en capacité de cadrer, de recadrer le rendez-vous de liaison pour qu'il ne dérape pas. Voilà, c'est ce point-là qui me paraît un point de vigilance, parce que je sais que ça existe, ces dérapages-là. Alors, on va reboucler. Je suis les questions qui arrivent. On va faire un tour sur les questions. Il y en a pour lesquelles des réponses vont être apportées voilà, dans la foulée. Et on rebouclera après avec les questions qui étaient un peu antérieures, qui ne sont apparues pour moi que tardivement, donc qui revenaient sur d'autres points. Et simplement là-dessus, sur ce rendez-vous de liaison, pour continuer le balayage. Alors, Philippe Rodriguez, sur est-ce que, puisque en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, on a finalement cette lecture des actions de remobilisation pendant l'arrêt de travail, voilà, qui pour certaines passe d'ailleurs par une validation au niveau sécurité sociale. Est-ce que le rendez-vous de liaison entre dans les actions de remobilisation? Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'effectivement, euh, en l'état, le rendez-vous de liaison ne peut pas être appelé à proprement parler une action de remobilisation. C'est une réponse à une demande qui était faite dans certains cas d'avoir une liaison facilitée et sécurisée d'un point de vue même juridique entre l'employeur et le salarié durant son arrêt. Cette question sous-jacent à cette question, on a l'indemnisation en fait derrière, c'est-à-dire en gros la couverture du salarié en arrêt de travail, donc dans la suspension de son contrat de travail, en déplacement durant le rendez-vous de liaison. Alors là, il y a en gros deux cas qui peuvent être distingués. Le premier, le rendez-vous de liaison se fait
hors horaire de visite, c'est-à-dire durant l'arrêt de travail, mais dans les horaires où la personne peut être en dehors de son domicile. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de difficulté particulière de couverture de son déplacement. Par contre, si le rendez-vous liaison se fait durant cette période non autorisée de sortie, on va dire, par l'assurance maladie, dans ce cas-là, il n'y a pas de couverture assurantielle, hormis à faire passer le cas de cette personne en cellule PDP de l'assurance maladie, en cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de l'assurance maladie, qui validera la sortie comme elle le ferait pour une action de remobilisation. Donc ça, c'est le premier cas j'allais dire, qui poserait un peu des soucis, j'allais dire, de lourdeur de traitement du dossier. La deuxième façon de voir les choses, c'est aussi de se dire le rendez-vous de liaison, il n'est pas obligatoirement fait en présentiel. Il peut être aussi réalisé en distanciel. Dans certains cas, et si c'est souhaitable, là aussi, on peut éviter cet écueil et la lourdeur de traitement de la demande qui est associée. D'accord. Alors, on ne rentre pas dans… Oui. Ça me permet peut-être, si tu en es d'accord, de faire le lien avec d'autres actions de remobilisation et la couverture assurantielle. Je ne sais pas si c'est le moment, mais je peux prendre quelques minutes pour évoquer ce sujet. Parce qu'en fait, on a eu le cas notamment sur l'essai encadré, on a été interpellé par une difficulté liée à la couverture assurantielle AT-MP d'une personne qui serait en action de remobilisation, donc qui est en cours d'action durant son arrêt de travail et qui aurait un accident de travail ou une maladie professionnelle. Enfin, alors, maladie professionnelle, on va… Plus rare, oui. Ouais, on va évacuer vite fait le sujet, mais c'était intellectuel. En tout cas, un accident du travail, notamment un accident de trajet, durant cette action de remobilisation. Il faut savoir que d'un point de vue assurantiel, l'indemnité journalière et l'arrêt de travail qui est associé, hein, c'est-à-dire l'arrêt de travail de la personne, ne permet normalement pas de travailler. Pour couvrir cette personne qui est en arrêt de travail sur une activité professionnelle, il est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Donc là, le cas le plus classique, c'est une personne fait par exemple un essai encadré, a un accident de trajet. Ses indemnités journalières suite à l'accident seraient calculées sur la base du SMIC en fait au moment de l'arrêt et non plus sur la base de ses salaires antérieurs. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un risque de diminution de ces indemnités journalières liées au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Alors, ça, c'est pour le cas où l'arrêt de travail initial est un arrêt maladie, qui relève du champ maladie. Si par contre, ça relève de la branche AT-MP, hein, puisque vous savez qu'il y a en gros des conditions d'indemnisation différentes et plus favorables quand c'est couvert par le risque AT-MP, dans ce cas-là, l'incidence est moindre. C'est simplement sur un différentiel sur une indemnité qui peut jouer. Mais voilà, en même temps, je voulais attirer l'attention de tout le monde sur l'incidence que peut avoir un accident de travail, notamment durant une action de remobilisation, et la place très, très importante que peut avoir le service social aussi pour aider en amont le salarié sur la base d'une évaluation globale, à prendre la meilleure décision vis-à-vis de cette complexité, on va dire. Merci pour ces précisions. Donc, ce n'est pas une action de remobilisation proprement dite, donc pas besoin de passer dans le circuit de validation sécurité sociale. Au niveau couverture, accident du travail, eh bien, on a une petite particularité qu'il faut prendre en compte
Je reviens sur une question qui a été posée, et puis un élément qui est introduit dans les textes, qui est qui peut, voilà, on évoquait, on n'est pas obligé d'être dans un dialogue juste employeur-salarié. Donc le service de santé au travail de prévention et de santé au travail peut y être associé, mais également, alors un tiers seulement est cité dans les textes, puisque il est fait référence au référent handicap, donc qui concerne les entreprises de plus de 250 salariés, en tout cas qui sont obligées d'avoir un référent handicap avec l'accord du salarié. Alors, par contre, ça passe un peu sous silence euh, les autres types de participants. Or, Céline Herbillon, vous, avant vous, Cap Emploi, avant le rendez-vous de liaison, vous étiez déjà en situation d'organiser des rendez-vous avec l'employeur et le salarié. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment le rendez-vous de liaison, ça nous permet voilà, d'avoir vraiment un contexte. Mais auparavant, et en lien avec les services de prévention et de santé au travail et les cellules PDP, c'était des choses qu'on mettait en place de manière à anticiper le retour pour aménager les postes, pour donner des conseils à ce niveau-là ou faire rentrer les personnes dans le champ du conseil en évolution professionnelle. Voilà, pour donner les outils à l'employeur de ce qu'il peut mettre à la disposition de son salarié pour le maintenir en poste. Et comme le disait le docteur Léonard, en fait, c'est vrai que ces rendez-vous étaient toujours pris de manière... on anticipait, c'est-à-dire que si on n'avait pas suffisamment d'éléments, on allait renvoyer vers le médecin du travail pour dire faites une visite de pré-reprise pour avoir des éléments vraiment de contexte qui nous permettent d'avancer. Donc, de toute façon, ça a toujours été, comme ça va l'être maintenant, en lien avec tous les acteurs de la prévention. Alors, vous le dites, et c'est la dernière question préparée, entre guillemets, autour du rendez-vous de liaison. Finalement, vous, dans ce positionnement-là, vous êtes plutôt sur le versant RH, c'est-à-dire ce qui va pouvoir nourrir. Alors, vous assistez pas à un entretien professionnel, mais finalement, ça renvoie dans cette lecture de qu'est-ce qu'on prépare et qui peut donner aussi un guide quand on n'est pas sur des aspects aménagement de poste, perspective, mais plutôt changement de poste, évolution dans l'entreprise, etc. Ça fait le lien, normalement, l'employeur peut faire le lien avec la logique d'entretien professionnel. D'ailleurs, certains employeurs qui se questionnent sur cette opportunité-là se disent, mais finalement, nous, un rendez-vous de liaison, ça peut être couplé avec un entretien professionnel à un moment donné. Alors, pas peut-être l'entretien professionnel au sens strict du terme, mais en tout cas des éléments de l'entretien professionnel qui est de se projeter sur une suite de parcours dans l'entreprise avec éventuellement des souhaits d'évolution, de formation, aborder ces questions-là sans rentrer dans le détail de l'état de santé, mais qui peuvent justifier qu'on pense une autre trajectoire professionnelle. Et dans l'entretien professionnel, vu que c'est le devoir de l'employeur aussi d'informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle, eh bien, il peut y avoir, on reboucle finalement aussi avec cette question que il peut y avoir cette dimension de réfléchir le projet professionnel. Alors là, pour le coup, avec un tiers et en dehors de ce rendez-vous-là, mais là, on reboucle avec vous, y compris avec votre mission de conseil en évolution professionnelle. Et ça permettra d'autant d'anticiper les choses parce que c'est vrai que souvent, on reçoit des personnes qui viennent vers nous dans le cadre du conseil en évolution professionnelle qui ne mettent pas tout de suite forcément au courant leur employeur de peur que ça les desserve. Et au final, là, peut-être que le fait d'en parler plus tôt permettra de construire un parcours plus cohérent et peut-être plus efficace pour le salarié. Parce que c'est vrai que des fois, le travail se fait de toute façon, au final, le lien se fait avec l'employeur, mais peut-être parfois un peu tard. D'accord. Donc là, ça permet finalement d'anticiper un peu les choses. Sur le qui peut, alors je regarde quand même les questions qui vont. Je fais un petit point question sur les dernières au moins.
Alors, nous avons différentes questions. Euh, alors, il y en a plusieurs. Il y avait, est-ce que, ah, il y en a qui sont répondus, je ne vois plus. Alors, si simplement sur le partenaire externe, petite précision, alors, sur les participants. Alors, petite précision, on avait vu ensemble que la notion d'employeur est importante, c'est-à-dire que, bah, comme dans d'autres contextes, quand on dit rendez-vous avec l'employeur, ça ne peut pas être le manager, sauf s'il a une délégation à représenter l'employeur. Enfin, voilà, il faut être vigilant aussi sur qu'est-ce qu'on entend par employeur dans ce type d'entretien. Et un autre aspect, c'est que, alors ça avait été répondu dans un autre cadre qui était est-ce que le salarié peut être assisté d'un délégué syndical, voilà, sur le rendez-vous de liaison. Alors, la réponse, j'imagine qu'elle n'est pas totalement définitive, qui était de dire, ben, il n'est pas interdit qu'il y ait d'autres participants à ce rendez-vous dès lors qu'il y a l'accord du salarié, sauf que la nature du participant peut changer l'objet. Et notamment, il avait été dit, s'il y a un délégué syndical qui est clairement annoncé comme représentant le salarié dans cet échange, on n'est plus dans un rendez-vous de liaison, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'objet d'informations sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Enfin, on peut imaginer que le cadre déborde sur éventuellement un litige, voilà, et donc en tout cas l'employeur peut se positionner différemment par rapport à ce rendez-vous de liaison. Donc voilà, pas plus d'infos à ce stade. Euh, euh, on a plein de questions. Alors, je ne voudrais pas passer à côté. Donc, l'assuré est-il couvert? Je le prends à l'envers. L'assuré est-il couvert s'il se rend à une visite de pré-reprise en dehors de ses horaires autorisés? Donc, petite question. Alors, il aura une couverture dont je ne pourrais préciser exactement la nature. En fait, moi, je pense qu'il ne sera pas couvert au titre d'un déplacement lié au travail. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je parlais du rendez-vous un peu en visio ou à distance, parce que c'est le moyen le plus simple de sécuriser. Ou si vous voulez vraiment sécuriser, il faudrait le passer en cellule avec les lourdeurs que cela implique. Mais ça, c'est une question que je poserai à la CNAM parce qu'on est en plein débat juridique sur tous ces sujets-là en ce moment. Donc voilà, je n'ai pas encore, Sabine, complètement la précision là-dessus. Alors, une question, il reste plus, on tient à garder les horaires jusqu'au bout. Merci Philippe. Une question concernant l'essai encadré. Alors, on aura l'occasion sur un prochain webinaire de revenir sur tout ce qui est essai encadré, temps partiel thérapeutique et convention de réadaptation, rééducation d'entreprise. Là, c'est une remarque sur le fait que parfois il y a des accords de médecins conseils pour un essai encadré et une fin d'IJ immédiatement à l'issue de l'essai encadré sur l'argument que le salarié pouvait reprendre le travail après l'essai. Alors ça, c'est un sujet de débat, on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui, mais qui est dans la compréhension de l'essai encadré. L'essai est un essai, il n'est pas un... Alors je fais une réponse qui va n'engager que moi à ce stade, mais que je partage, une position que je partage avec d'autres, c'est qu'un essai porte bien son nom, c'est un essai, donc ça ne veut pas dire que ça doit marcher. Et donc ça implique de mieux sensibiliser sur la vocation de cet essai et en tout cas de ne pas faire des fins d'IJ automatiques comme ça, mais on en reparlera. Le, euh, voilà, il y a une remarque sur le fait de l'opportunité justement donc Nathalie Vichera donc sur les
pas d'information entre employeurs et salariés. Donc ça, c'est une opportunité finalement de rendez-vous de liaison pour débloquer éventuellement une situation. Ça ne veut pas dire que le salarié acceptera, mais c'est au moins une porte ouverte. Il y avait une question plus ancienne qui est apparue tardivement, sur l'utilité de faire un dépistage des expositions dès la visite de mi-carrière à des fins préventives, peut-être encore plus tôt. Voilà, une remarque pour dire est-ce que cette visite de mi-carrière est si spécifique? Sans doute que non, mais au moins elle pose un jalon intéressant dans la carrière. Alors, il arrive parfois de voir un salarié en visite périodique qui a eu un arrêt antérieurement, qui aurait nécessité une visite de reprise, mais qui n'a pas été demandée. Doit-on mettre alors un deuxième motif ou simple visite périodique à faire? Alors là, on est très technique, donc je prends la main. Vous avez une demande de visite périodique, vous faites une visite périodique. Si l'employeur n'a pas fait de demande de visite de reprise, c'est de sa responsabilité et du coup, vous n'avez pas à rattraper le non-fait de l'employeur. Donc voilà, c'est juste, je dirais, là, on est sur une question purement technique. Je voulais juste reprendre par rapport à la question qu'on vient de voir juste avant. Bien évidemment, la traçabilité des expositions, elle doit démarrer dès que le salarié démarre dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est vu une première fois en visite de prévention et d'information initiale ou en examen médical d'aptitude d'embauche. Dès ce moment-là, doivent être abordées les différentes expositions et elles doivent être tracées dans le dossier médical de santé au travail et continuer à être tracées, voire complétées au fur et à mesure de l'ensemble des visites de la carrière du salarié. Donc, du coup, voilà, j'insiste parce que la traçabilité, c'est tout au long de la carrière. Voilà. Merci pour la question, ça permet de le rappeler. Et puis, une question sur pourriez-vous redonner le questionnaire? Alors, je peux réenvoyer le questionnaire dans mon prochain bulletin, ça ne pose aucun problème. Je dirais pour ceux qui l'auraient, ou alors, je dirais à titre individuel, il suffit de me faire un mail et je le renverrai. Il n'y a pas de... Alors, on tient à tenir l'heure du maintien dans l'heure, donc il me reste une minute, non pas pour vous dire que le bar au Maltine fait de la dynamite, mais simplement pour préciser, donc merci beaucoup déjà pour votre participation à ce webinaire. Sur le rendez-vous de liaison, sans doute qu'il y aura un sujet de documentation, voilà, comme on a pu l'imaginer sur certaines actions, de donner quelques points de repère, de partager un peu des pratiques sur le sujet et de faire des retours d'expérience aussi sur le sujet, parce que c'est nouveau, ça ouvre de nouvelles opportunités, un nouveau cadre, et sans doute qu'il y aura des choses à documenter, ne serait-ce que sur comment on nourrit finalement l'employeur sur ces questions-là, pour que le rendez-vous de liaison soit un vrai levier pour la prévention de la désinsertion professionnelle. Le webinaire était enregistré, il sera rediffusé alors sur une chaîne YouTube je ne vous ai pas mis le lien parce que et on va l'ouvrir prochainement, mais comme vous vous êtes inscrit, vous aurez l'information en direct sur vos boîtes mail pour revoir éventuellement ce webinaire. En vous remerciant vivement et en vous souhaitant un rendez-vous pour le prochain. Une bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir à Au tous. Au revoir. revoir. Merci.